Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Loumire, tu es une activiste et très engagée pour la justice sociale, la justice environnementale. Tu as été candidate aux élections législatives en 2022 dans l'Ain. Si je t'ai invité, c'est parce que tu as sorti il y a quelques semaines un livre aux éditions Payot. Ça s'appelle « Ces gens-là ». Entre guillemets, plonger dans cette France qui pourrait tout faire basculer. Cette France que tu décris dans ton livre, c'est la France que tu côtoies, c'est la France de la ruralité, par opposition avec la France de l'urbanité, la France des métropoles, dont tu parles aussi, que tu côtoies aussi d'ailleurs. Toi, tu es un peu genre, j'allais dire une transfuge, mais tu es plutôt entre les deux. Tu as une double culture, effectivement, à la fois urbaine et rurale. Cette France-là, majoritairement, alors tu en fais un portrait robot dans le prologue qui est assez drôle et qui est sûrement assez vrai. Comment est-ce que qui sont ces gens-là en fait? Comment tu les définirais à grands traits? Alors, c'est des gens qui sont dans des petites classes moyennes ou classes populaires supérieures. C'est pas les plus pauvres des plus pauvres. En tout cas, là, moi d'où je viens, la plaine de l'Ain, qui est une zone plutôt attractive encore, où il y a beaucoup de travail. Du travail de qualité assez médiocre, mais du travail. C'est des gens qui sont en majorité propriétaires, qui utilisent leur voiture au quotidien, qui ont de plus en plus l'impression d'être ce que j'ai beaucoup entendu ras la gueule, donc c'est-à-dire l'impression de se noyer avec tout qui augmente sauf le salaire, et qui cherchent des solutions et de plus en plus des responsables à leurs problèmes. C'est la France des Gilets jaunes, qui est à la fois très en colère et en même temps très en désir d'ordre, mais pas au sens forcément d'autorité, mais de stabilité, de sécurité. Par ailleurs, pas forcément la sécurité au sens où l'extrême droite aime l'entendre, de danger ou de danger culturel, mais de sécurité. En fait, on aimerait pouvoir se poser et arrêter de se stresser pour savoir comment on va payer à la fin du mois, si on va pouvoir rembourser notre crédit, si notre usine va fermer, etc. C'est chez moi pas mal de familles qui habitent en pavillon, majoritairement en habitat individuel, qui gagnent le salaire médian en France, donc en gros chez moi autour de 1700 balles, et qui de plus en plus se tournent vers le RN politiquement, ce qui n'était pas le cas. Nous, on n'a toujours pas de député RN quand même chez moi, mais c'est vraiment une grande majorité d'ouvriers de droite qui est en train de glisser vers l'extrême droite. Alors, c'est marrant parce que dans ta description, tu dis à la fois ils veulent de l'ordre, mais pas forcément de l'ordre au sens où l'entend le RN, et puis tu termines ta description en disant ils votent de plus en plus RN. Donc ça veut dire quand même qu'ils se retrouvent dans le projet qui est aujourd'hui porté par le Rassemblement national. Alors ça, c'est intéressant parce que je ne suis pas sûre que ce soit le projet. Si je devais demander à mes potes dont il est question, de me dire c'est quoi le projet du Rassemblement national, j'aurais autant de questions que de personnes que de réponses différentes, avec des choses qui sont factuellement fausses. Donc par exemple, on me dit le RN c'est le seul parti qui veut augmenter le SMIC. Or, un, c'est faux, déjà parce qu'il y a d'autres partis qui veulent augmenter le SMIC, et deux, parce que le RN vote contre l'augmentation du SMIC quand elle en a l'occasion. On me dirait c'est un parti qui va enfin nous permettre de payer nos factures à la fin du mois. C'est un parti qui n'est pas corrompu, or ils sont condamnés pour corruption. Donc en fait, le phénomène d'identification et de choix du RN, il se base pas tant sur le programme que sur d'autres ressorts qui sont pour beaucoup, je crois, des ressorts émotionnels. Ce que je dis ne concerne pas tout le monde, bien évidemment. Il y a des militants et des électeurs électrices RN militants. Ceux-là, ça n'est pas eux dont je parle. Ils existent aussi dans ma France, des gens qui votaient depuis les années 90 pour Jean-Marie Le Pen, des gens qui sont convaincus de la vision de la hiérarchie raciale, de la préférence nationale telle qu'elle est proposée par le RN. Moi, ce que je constate, c'est que quand je pose la question à mes proches, pourquoi est-ce que tu votes le RN, j'entends beaucoup, ça peut plus durer, pourquoi pas, on n'a jamais essayé, de toute manière maintenant tout le monde le fait, c'est les seuls qui se battent pour nous, pour les ouvriers, etc. Donc on est plus sur une appartenance, une volonté d'être dans le camp des gagnants, une volonté d'être enfin vu, écouté, représenté, que dans une adhésion massive programmatique. Est-ce que c'est pour ça que tu as mis ces gens-là entre guillemets, au sens où
toi, tu parles quand même j'ai oublié de le dire en te présentant, mais tu appartiens quand même à la famille de la gauche, la grande famille de la gauche, qui est de plus en plus petite, mais enfin qui existe toujours. Et donc, quand tu dis ces gens-là, c'est la façon dont la gauche a de parler justement de ces gens-là de façon extérieure, alors même que le Rassemblement national arrive à les inclure en fait à l'intérieur de son discours. Tout à fait. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi dans la grande tente de gauche, qui est historiquement la tente dans laquelle on devrait dormir, parce qu'on est majoritairement des classes populaires. Je rappelle que dans la France rurale, 75% des gens qui y habitent sont des classes populaires. Parce que les gens adhèrent fortement aux valeurs de solidarité, à la fois dans leur quotidien et plus largement. Ils adhèrent fortement au désir de service public, parce qu'ils sont de moins en moins intolérants, y compris sur les sujets sociétaux. Mais ce que je constate, c'est qu'ils ne trouvent pas leur place à gauche. Donc, je pense que comme toujours, c'est une co-responsabilité. Moi, je ne vise pas à déresponsabiliser les gens qui votent pour le RN. Je vise juste à dire, c'est un vote qui va avoir des conséquences très graves dans l'impact, mais l'intention est largement inconséquente. J'ai des potes qui ne se rappellent plus s'ils ont voté pour le RN. Ils ne savent plus pour qui ils ont voté en 2022. C'était il n'y a pas très longtemps. Ils ne sont pas capables de me dire. Et au bout d'un moment, quand je fais la liste, ils me disent « Ouais, j'imagine j'ai dû voter Marine, mais bon… » Donc c'est pas un vote qui est porté, toujours en tout cas, comme un vote à grandes conséquences. Et c'est là, je trouve, dans cette marge de manœuvre, que ça devient très intéressant. Parce que autant une fois que le RN sera au pouvoir, si jamais il y arrive, ce que je continue à ne pas nous souhaiter, mais ce que quand même je crains de plus en plus, la raison pour laquelle ils y sont sera plus très intéressante, il faudra gérer la merde. Autant l'intention pour les mettre au pouvoir avant qu'ils y arrivent, ça c'est très intéressant parce que moi quand j'entends la gauche, notamment la gauche urbaine diplômée parler de ces gens-là, des gens que j'aime, elle semble penser qu'on est un espèce d'ensemble homogène fascisant de gens qui souhaitent de leur vœu la mise en œuvre d'un régime autoritaire au pouvoir. Or, rien n'est moins vrai. Ce qui est intéressant, tu viens de le dire, tu dis c'est des gens que j'aime. C'est ton entourage au sens large, à la fois familial, amical, sociable. C'est vrai que c'est assez rare de lire ou d'écouter quelqu'un qui se revendique de gauche, qui parle dans les médias et qui dit voilà, moi j'ai des amis qui sont au Rassemblement national, qui votent Rassemblement national. D'ailleurs, qui votent plus Rassemblement national qu'ils ne sont au Rassemblement national. Hein, attention. Ils ne sont pas adhérents. Non, mais voilà. Je connais aussi des gens chez moi qui sont adhérents au Rassemblement national. Ces gens-là, je n'ai rien à leur dire. Ce sont des adversaires politiques. Je ne cherche pas à les convaincre. Je ne cherche pas à débattre avec eux. Juste qu'on soit bien clair, parce que je ne voudrais pas qu'on croie que je dis que tous les gens qui votent pour le RN sont des espèces d'agneaux qui sont complètement déresponsabilisés de ce vote qui est très grave. Non. Mais par contre, ce que je constate, c'est quand même que quand on passe d'un parti, enfin quand un parti passe de 10% de vote à 42% de vote, il y a 30% de gens qui se sont raccrochés et ces gens-là ne sont pas des fascistes qui regrettent Vichy ou l'Algérie française. C'est d'autres gens. Et c'est en majorité des classes populaires ou des toutes petites classes moyennes qui habitent à la campagne. Et d'ailleurs, juste pour revenir sur le sujet des services publics, parce que quand je dis que mes proches appartiennent au champ de gauche dans leur habitus, dans leurs affects, dans leurs aspirations, aujourd'hui c'est complètement décorrélé, ces aspirations, ces affects sont décorrélés d'un vote à gauche. C'est ça que je trouve zinzin. Par exemple, quand il y a un service public qui ferme, le vote Front National, enfin Rassemblement National, augmente. Or, ce n'est pas le Rassemblement National qui porte une proposition de service public, c'est la gauche. Mais ce lien n'est plus jamais fait. Et donc, toi, avec Mélanie et les autres, là, tous tes amis, celui-là, tu m'as dit, ouais, ceux qui sont membres du Rassemblement National, je ne sais pas de les convaincre, j'ai même pas envie de leur parler. Mais voilà, tes amis, est-ce que tu essayes de les convaincre? Enfin, quel type de relation t'entretiens avec eux? Est-ce que, t'en parles pas et t'en as un peu parlé pour le bouquin, pour leur faire… Et t'en parles, mais du coup, comment? Et t'essayes de leur dire, non mais attendez, vous pouvez pas voter RN. Hier, j'étais dans la voiture avec Mel et son conjoint, et on parlait de Marine Le Pen, de Sarko condamné. Et elle me dit, ouais, mais Sarko, c'est parce qu'il est de droite, on veut faire un exemple. Je dis, alors, tu sais pourquoi il a été condamné? Tu sais ce que c'est l'affaire Kadhafi? Et donc là, j'explique, elle me dit, ah ouais, non, j'avoue, ok, c'est abusé. Et dans la voiture, il y avait quelqu'un d'autre qui disait la même chose, et qui vote de manière, un votant intermittent, Asselineau, RN, Coco,
Besancenot, enfin, moi, c'est ce que je porte vraiment, c'est que ces gens-là, ils sont perdus politiquement. Et donc, quand on en discute, on clarifie des choses. Alors, ça marche pas à 100%, j'ai pas de recette magique pour, sinon ça se saurait. Un, je serais députée, et deux, il y aurait pas de risque à rien si on avait la solution magique. T'as failli l'être, c'était pas loin. J'ai failli l'être, mais bon, quand même pas. Et en fait, il y a une bataille dans leur cœur et dans leur esprit pour le sens. Ils ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent. Et c'est là que le RN a fait une espèce d'OPA sur l'explication du monde, en remplissant des concepts un peu larges comme l'insécurité, comme par exemple le c'était mieux avant. Ce que met le RN sous c'était mieux avant et ce que mettent mes proches sous c'était mieux avant, c'est pas du tout la même chose. Moi, mes proches, quand ils disent c'était mieux avant, ils disent avant, tu rentrais à l'usine, tu savais que l'usine elle allait pas fermer, tu avais un boulot jusqu'au bout. Tu avais un salaire, ça suffisait à devenir propriétaire et à faire vivre ta famille, et ta femme, elle pouvait travailler ou pas si elle avait envie. Quand le RN dit c'était mieux avant, c'est pas ça qu'ils veulent dire. Mais ce flou, qui est un flou qui est entretenu tout le temps entre riches, c'est pareil. Je dis, Mel, son conjoint, il est garagiste, il a un garage, c'est pas toi qui es riche, Mel. C'est pas toi. Enfin, tant mieux pour toi si jamais vous rentrez 3000 balles par mois. Mais je te parle de gens qui ont des milliards d'euros, qui rentrent 10 000 balles par seconde. Et c'est la même chose sur agriculteur, sur patron. En fait, cette espèce de flou artistique, il a été construit exprès pour créer des solidarités, des alliances qui n'ont pas du tout lieu d'être. Et il est toujours, et ça on pourra peut-être en reparler, mais adossé au substrat raciste qui, je pense, est un héritage d'une France qui a quand même colonisé et esclavagisé à travers son histoire. On va reparler de la question du racisme, mais d'abord, pour bien comprendre, genre, toi, ton rapport, en fait, avec ton entourage, avec Mel et compagnie, tu vois, en fait, là, quand tu parles, par exemple, de Sarko, en fait, tu lui expliques ce que c'est Sarko. Est-ce que ça, c'est pas un peu une position un peu surplombante, tu vois, du genre, attends, t'as pas compris ce que c'était qu'un riche, t'as pas compris ce que c'était Sarko, t'as pas compris. Et moi, qui ai fait des études, parce que toi, t'es diplômé, t'as fait Sciences Po, toi, moi, j'ai fait Sciences Po, je vais t'expliquer un peu la vie et je vais t'expliquer pourquoi Sarko, c'est pas bien et c'est normal qu'ils soient en prison. Alors, je pense qu'il y a différents trucs. Il y a déjà notre relation d'amour. Elle fait qu'elle sait que quand je lui dis un truc, c'est pas parce que je veux lui vendre quelque chose, c'est parce que je l'aime et que en fait, comme quand je dis un truc con sur ma voiture et que elle, garagiste, maquille avec un garagiste, elle me dit mais t'es complètement con, t'as rien compris. Donc quand elle dit une connerie sur Sarko, je lui dis non ça c'est de la merde. Je lui dis de la merde. Ça c'est du factuel. Après sur les débats politiques. Non, j'essaye de pas être surplombante. Encore une fois, je l'ai fait, ça fonctionne pas. Je le dis pas parce que moi j'ai tout compris, mais parce que j'ai fait des heures et des heures de conversation et de porte-à-porte. Ça marche pas. Ce qui fonctionne, c'est de poser la question aux gens de pourquoi c'est important. Et si j'avais mieux fait cette conversation, j'aurais commencé par lui demander pourquoi c'est important pour toi d'expliquer que Sarko, il soit en tôle parce qu'il est de droite. À quel besoin ça répond? Qu'est-ce que tu t'en fous, en fait? Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'après, quand on remonte les raisons qui font que la personne dit un truc qui est factuellement faux, là, ça devient intéressant. Quand elle me dit « il y a trop d'immigrés en France », je dis « alors pourquoi ?» Eh ben, c'est pas parce qu'elle exprime une difficulté à vivre avec des personnes de l'immigration au quotidien, ça n'est pas du tout son expérience. Par contre, elle a associé le fait de galérer financièrement et de galérer professionnellement à trouver un taf avec une présence accrue d'immigrés. Donc elle dit mais attends, moi je veux que mon gamin il trouve un boulot, donc s'il y a plus d'immigrés, il y a plus de compétition, donc s'il y a plus de compétition, on perd. Parce qu'on a vraiment, je pense que ça c'est la grande réussite du capitalisme, il a vraiment réussi à complètement rentrer dans le psyché des gens, notamment des petites classes moyennes, et à coloniser leur esprit avec l'idée que si l'autre gagne, alors ça veut dire que moi je perds, que le gâteau il est fini et qu'en fait il faut se battre entre savoir qui a 3 miettes plutôt que de regarder qui possède le gâteau en entier, et que c'est cette vision du monde là qu'on doit, nous à gauche, challenger et interroger plus que le vote, parce qu'en fait le vote il découle de cette vision du monde. Et ça, ça ne peut être fait que sur le long terme, qu'en discutant et qu'en posant des questions. Donc concrètement quand on discute, moi je lui dis pourquoi c'est important pour toi, pourquoi tu dis ça, où est-ce que tu as entendu ça, quand est-ce que tu as vécu ça dans ta vie la dernière fois, parce que la dernière fois que tu as eu un problème, c'était avec ton patron ou c'était avec un immigré?
Souvent, les réponses font en sorte qu'on peut avoir une conversation un peu plus intéressante après. Là, tu parles beaucoup des dichotomies entre la réalité, et d'ailleurs c'est aussi le cas dans ton livre, entre la réalité de ce que vivent ces gens-là, justement, et les propositions du Rassemblement national. Mais est-ce que parfois, il n'y a quand même pas des endroits où ça se recoupe? Parce que là, tu m'as dit, oui, la France éternelle, ou le c'était mieux avant, c'est différent en fonction de ce que Mel pense et de ce que le Rassemblement national sous-entend. En revanche, il y a des endroits où on a l'impression que c'est un peu plus raccord. Par exemple, la question des assistés et du travail. Tu vois. Ça énerve beaucoup de gens, ils imaginent que la France est sous perfusion d'allocations et qu'il y a plein de gens qui foutent rien pendant que toi, tu te casses le cul, tu vas à gagner un SMIC un peu plus ou un peu moins. Et que ça paraît insupportable à beaucoup de gens. C'est une inégalité dans la tête des gens, une injustice totale contre laquelle ils entendent se battre. Et le Rassemblement national offre une proposition avec les LR en disant assister, cacaboudin, et nous, on va mettre fin à la France des assistés. Là, pour le coup, c'est assez raccord. Tout à fait. Et c'est là où, pour moi, on a une bataille culturelle à mener, une bataille des idées, du sens à mener, qui est qu'est-ce que ça peut te foutre que quelqu'un gagne le RSA? Est-ce que tu veux gagner 634 € par mois? Non. Bon. Donc, est-ce que hier, pareil, on avait cette conversation sur, est-ce que tu sais ce que c'est le premier poste de dépense de l'État? Ah bah j'ai tout eu, la santé, la sécu, je dis c'est les aides publiques aux entreprises de 111 milliards. Et ça, elle l'avait jamais entendu. Donc il y a aussi un sujet de désinformation. Puis après, nous on l'a appris, moi personnellement je l'ai appris il y a quelques mois. Bah, bien sûr, mais c'est parce qu'on n'avait pas de chiffres. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, elle me dit, la dernière fois, elle m'a fait beaucoup rire, elle m'a dit, moi je suis capitaliste. Comment elle m'a dit? Je suis capitaliste, option redistribution un peu. Option, je veux bien être sympa et redistribuer un peu. Donc, bien sûr qu'il y a un fond de droite. C'est pas pour rien que nous, chez nous, on n'a jamais été de gauche. Les ouvriers ruraux, notamment dans mon coin, ils ont rarement été de gauche. Donc il y a un fond d'individualisme, il y a un fond d'ordre, il y a un fond de valeur travail. Mais ça, je pense qu'on peut le rebasculer en disant, c'est quoi la priorité? Est-ce que c'est de faire en sorte qu'on supprime le statut d'intermittent du spectacle, ou c'est faire en sorte qu'on arrête de donner des thunes à des multinationales qui licencient alors même qu'elles prennent le cash public? Bon, ça, c'est assez clair pour moi. Que la réponse qui serait celle de Mel et des autres. Mais après, je pense qu'il y a aussi tout un sujet où le RN parle un langage concret, que nous, on a du mal à parler. Et à gauche, tout le monde nous parle de Zoran Mamdani. Mais le RN fait des trucs que fait Zoran Mamdani, par exemple, dans le programme économique du RN de 2022, ce qui est un grand mot, c'est genre vraiment un feuillet. Il y avait des trucs très concrets comme... Si tu as un crédit, si tu achètes une baraque et que tu as un crédit à ton 3e enfant, c'est l'État qui finit de rembourser le crédit pour toi. Si tu as un gamin et qu'il a 18 ans, l'État paye ton permis. Mais ça, c'est que des choses du quotidien. Où moi, mes potes, ils sont là, attends, moi j'ai un crédit, je veux un 3e gosse, mais si l'État paye mon crédit, mais amen, trop bien. Oui, mon gosse, là, ils sont rapprochés, j'en ai un de 16 et un de 18. Ils vont faire leurs 18 ans à 2 ans d'écart, mais je peux pas leur payer de permis. Donc si quelqu'un me dit ça, et je le dis dans le bouquin, Mel, elle me dit à un moment par exemple, mais moi je fais pas au global, je fais à ce qui me concerne. Et ce qui la concerne, c'est payer son crédit, payer son essence, rembourser sa baraque, partir en vacances une fois de temps en temps. Et si la proposition répond à ça, allez. Et ça, moi je trouve que c'est hyper problématique. Mais force est de constater que c'est le cas, et je pense que ce serait se voiler la face que d'imaginer que quand on est dans la galère, ou au moins dans le stress de la galère, on puisse fonctionner autrement, en fait. Venons-en à la question du racisme, parce que là tu m'as parlé de la question de l'immigration et de la xénophobie, enfin la peur de l'immigré, notamment sur les questions de travail. Tu as dû sûrement lire ce qu'ont écrit à la fois Cocard et Faury, dans 2 endroits différents et qui racontent pas exactement la même chose. Mais en gros, si je résume par exemple ce qu'a raconté Faury dans le sud-est de la France, lui il dit le moteur raciste reste un élément important du vote Rassemblement national. Raciste, c'est-à-dire de considérer en fait que il y a des attributs qui sont liés à certaines races ou supposées races. Est-ce que ça, tu le retrouves? Parce que ça,
t'en parles un peu au moment où, dans un chapitre où tu abordes cette question, mais c'est vrai que tu dévies très rapidement sur la question de l'immigration, qui est liée, hein, bien évidemment, mais sur la question de l'immigration et de la question du travail, etc. Tu vois. Mais est-ce que, par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'ils regardent CNews toute la journée et est-ce qu'ils voient, non, parce que je l'ai vu aussi, donc ils ne regardent pas CNews toute la journée, mais sur CNews, par exemple, toute la journée, on t'explique qu'on a l'impression qu'il y a comme une essence violente à l'homme, le jeune homme arabe. C'est ça qui est raconté. Et donc ça, c'est profondément raciste. Est-ce que ça, on retrouve ça dans le discours de ceux que tu côtoies et de tes amis? Non, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Après, moi, c'est toujours, ils savent qui je suis, donc il y a, je pense forcément, ils font gaffe. Oui, ils font gaffe. Je dis pas, encore une fois, je dis pas que ça n'existe pas. Ça existe. Je pense qu'il y a une racialisation des rapports sociaux. C'est-à-dire que le problème de fond de beaucoup de mes potes, c'est les assistés, et que les assistés ont été racialisés dans le narratif, et que quand on pense à un assisté, on pense à une personne maghrébine. Ça, c'est... Oui, ça c'est vrai. Ce qui n'empêche pas, quand je leur pose la question, qu'ils me disent mais en fait, il y en a déjà suffisamment en France, je vois pas pourquoi on prendrait les autres. Et donc, en fait, eux font beaucoup le lien avec l'immigration. Parce que ça, c'est toujours aussi la question. Est-ce que c'est parce que maintenant ils ont compris que c'était plus ok d'être raciste, mais que sur l'immigration on pouvait y aller, donc on déplace le racisme? C'est tout à fait une option. Ce que je constate pour moi, c'est que Vincent Tibéri, par exemple, dit que l'indice d'intolérance, il a bougé, que les électeurs PC des années 70, donc de gauche, étaient plus intolérants que les électeurs du RN aujourd'hui. Et ça, moi, c'est quelque chose que je vois. Dans le sens où, générationnellement quand même, il y a des choses qui ne se disent plus. Il y a beaucoup de couples mixtes chez nous. Alors sur la communauté LGBT, on n'en parle pas, c'est carrément devenu complètement... Enfin, complètement ok, non, mais dans le discours, en tout cas, il y a bien sûr qu'il y a des mots, il y a des insultes, des choses qui reviennent, et que si leur gamin faisait son coming out, ça se passerait sans doute pas forcément toujours bien, mais c'est à mon avis beaucoup plus accepté qu'avant. Après, je pense que c'est toujours, je trouve, cette question du long terme et du court terme. En fait, il faut à la fois, je pense que nous, et moi c'est mon taf d'activiste, qu'on arrive à casser ces solidarités de race pour recréer des solidarités de classe, mais que ça ne passera que sur un travail de long terme pour casser le racisme. Parce que sinon, dès qu'on arrête de bosser, dès qu'il y a une crise, hop, ça va reshifter. Et on va se refaire des solidarités de race. Et ça, c'est un problème de fond sur lequel il faut absolument qu'on s'attelle. Moi, je ne nie pas le problème du racisme chez moi, je pense qu'on le combat. Par contre, ce que je dis, c'est qu'on ne combat pas quelque chose auprès de gens à qui on ne parle pas. Ça ne fonctionne pas. Et que je pense sincèrement, pour le faire, qu'on peut faire les deux. On peut rester très clair sur nos valeurs, tout en restant en interaction. Encore une fois, pas avec quelqu'un qui vous parle de grand remplacement au petit-déj. Ça, c'est des gens qui sont matrixés, qui sont radicalisés, et comme tous les spécialistes de la radicalisation le disent, c'est un autre processus pour les faire sortir de cette radicalisation. Moi, ça, c'est pas mon taf, je suis pas psychologue, je suis pas assistante sociale, c'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est d'interroger les solidarités et les stéréotypes qui ont été considérés comme normaux. Donc, par exemple, je pose la question de, à ton avis, ça bénéficie à qui que tu penses ça? C'est toi que ça sert? D'être plus vénère contre ton voisin du bout de la rue que contre Bernard Arnault. Et ça permet de créer des brèches et de créer du doute. Et c'est là que ça se passe mieux, ou en tout cas que ça laisse l'espace pour les gens de se dire « Attends, pourquoi je pense ça en fait? Qui m'a dit de penser ça? Depuis quand je pense ça? Qui d'autre autour de moi pense ça ?» Et ça, c'est intéressant. Moi, je trouve, parce que le problème, c'est quand tout devient lisse, il n'y a plus de trous. Là, on est radicalisation et tout a une réponse très très simple, et notamment sur le racisme, tout est expliqué par le racisme. On n'en est pas encore là. Par contre, c'est sûr que si demain on élit un gouvernement du RN et que la parole raciste se banalise encore plus et qu'elle est accompagnée de politiques publiques racistes, ça peut. Moi, je ne pense pas que mes proches soient imperméables complètement à une explication uniquement raciste de la société. Je pense pas. Je dis juste qu'aujourd'hui, ils n'en sont pas là. Mais que, encore une fois, chez eux comme ailleurs, dans le reste de la société française, il y a un substrat raciste. Bien évidemment, on ne peut pas avoir esclavagisé et colonisé la moitié de la planète et imaginer que, hop, non, c'est bon, allez, c'est oublié parce qu'il y a eu la guerre de décolonisation. Et on doit faire bien plus attention, y compris à gauche, pour porter ces sujets, je crois.
Est-ce que tes amis, ils ont lu ton bouquin, ils t'écoutent, j'imagine qu'ils te suivent quand même un peu sur les réseaux sociaux ou quand tu fais des plateaux de télé ou radio. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce que tu racontes et qu'est-ce qu'ils pensent de ce que tu racontes d'eux? Ils disent que c'est factuel. Donc ça, c'était intéressant. Moi, je trouvais que c'était un peu sec comme commentaire. J'étais là, ok, donc c'est factuel. Bon. Et en fait, c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me suis dit, en fait, ils sont pas d'accord avec ce que je dis politiquement sur tout. Donc en fait, souvent, ils me suivent au début du raisonnement et sur les conclusions, ils sont là, non, mais attends, faut resyndicaliser tous les gens. Non, mais là, c'est trop, là. Oui, non, mais parce que moi, je parle aussi de là, tu vois, quand tu parles de substrat-racistes, ils sont pas imperméables à, s'ils entendent ça, tu vois, ils se disent, non, mais attends, elle se fout de ma gueule, là, enfin... Bah, tu vois, je pense pas. C'est un peu violent. Enfin, c'est quand même violent ce que tu dis. C'est violent, ouais, c'est violent. Moi, si je dis ça de mes potes, demain, ils m'insultent. Hein. Enfin, je pense qu'ils diraient c'est factuel. C'est vrai. Et j'ai fait très attention à que ça soit vrai, ce que j'ai écrit. C'est pour ça que j'ai mis 4 ans quasi à écrire ce livre. C'est parce que je voulais vraiment pas qu'ils puissent penser que je les utilise pour prove a point et pour dire ah bah moi je pense ça donc en fait je vais vous utiliser pour vous faire dire ça. Ça c'était vraiment important pour moi que ça se passe pas et je voulais pas non plus faire comme si j'avais grave réussi à les convaincre, c'est pas vrai, enfin je veux dire on est encore en débat. Je pense que le fait qu'on puisse continuer à avoir ces conversations c'est bien, mais en vrai je pense qu'ils pourraient pas accrocher sur un truc en disant non ça c'est pas vrai, je le pense pas ou je l'ai pas dit. Même si c'est difficile, parce que je pense que ça a dû être difficile pour eux de lire des choses que j'avais écrites sur eux. Franchement, c'est pas toujours simple ce que j'ai écrit sur eux. Mais j'ai essayé de le faire avec amour et avec lucidité. Alors, justement, c'est la dernière partie que je voulais aborder avec toi. C'est la question de la gauche et de la façon dont eux, ils envisagent la gauche et dont ils t'envisagent toi aussi et ton rôle là-dedans. Parce que en vrai, il y a un truc où on se dit, en lisant le bouquin, j'étais là mais putain, mais en fait, elle discute vachement de politique avec eux, tu vois, il y a énormément de discussions, vous vous aimez, vous êtes une bande d'amis au sens amour, quoi, et en même temps, ils vont toujours voter Marine Le Pen ou Jordan Bardella en 2027, quoi. Donc, est-ce que tu considères pas que c'est un peu un échec de ta part, tu vois? Je dis pas que tu es un évangile, enfin une évangéliste, etc. Mais bon, c'est vrai qu'on se dit, il y a un truc un peu foiré, non? Je pense que ce qui me donne de l'espoir, c'est qu'au niveau local, par exemple, il y a plein d'électeurs et électrices de Marine Le Pen en 2022 qui ont voté pour moi aux élections législatives. Mais de même qu'il y en a beaucoup qui votent pour Marine Le Pen et qui votent pour François Ruffin aux législatives. Donc en fait, ça existe. Ce que ça doit nous dire, je pense, collectivement, c'est que comment est-ce que c'est possible que ça n'arrive que dans quelques cas très rares. Ça veut bien dire qu'on manque d'incarnation à gauche et qu'on manque, en tout cas, moi, mes potes, ils pensent à la gauche. Et ils se disent, c'est pas chez nous en fait. C'est pas chez nous. Toi, c'est pas pareil. Quand toi tu parles, on comprend. Quand toi tu dis ça, on sait que t'es une vraie. On sait que tu n'es pas là pour la thune. Ils me voient galérer. Ils voient bien que j'ai pas trop de thunes. Ils voient que ça me prend sur ma santé, etc. Ils se disent, bon, toi, t'es pas pareil. Mais il y a tellement une acceptation que c'est un peu tout le monde pareil, que la politique c'est tous des pourris, c'est machin, parce qu'en fait, ils votent pour Marine Le Pen et Jordan Bardella, mais il faut pas croire. Ils sont pas en mode, ah mais ils vont résoudre tous nos problèmes, hein. Ils se disent on n'a jamais essayé mais ils sont sans doute un peu comme les autres hein. Donc je pense qu'il y a vraiment un sujet à faire une place et je veux dire ça les gens, je pense que tout le monde est capable de le comprendre. Il y a une différence entre le discours. Quand je parle avec des gens à gauche, ils me disent mais notre discours, nos politiques publiques, elles vont leur profiter, donc ils sont débiles, en gros ils votent contre leurs intérêts. Mais c'est comme dans une famille, si tu as une fratrie et que tu as objectivement, je sais pas, tu passes tout ton temps avec 2 gamins et le 3e il est jamais invité, tu n'as aucun loisir en commun avec lui, tu lui demandes pas comment il va, mais tu payes sa chambre, tu payes ses vacances pareil, et qui te dit je me sens pas aimé, et tu dis bah je comprends pas, regarde bien, tu vois bien que je paye ta chambre. Mais les gens ils sont pas débiles, il y a aussi des affects, la manière dont on s'adresse aux gens, de l'amour qu'on leur donne, la manière dont on les respecte, dont on les prend en compte, dont on les considère, qui est difficile parfois à... C'est pas matériel ça. C'est pas matériel. Et pour autant, tout le monde est capable de le comprendre dans une fratrie. Donc moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi la gauche n'est pas capable de comprendre que aujourd'hui, les gens que j'aime ne se sentent pas chez eux à gauche. C'est un fait. C'est un fait. Et donc, je ne les déresponsabilise pas sur leur choix dangereux de choisir le RN, mais ça m'interroge sur notre responsabilité à nous
de créer un espace dans lequel ils se sentent accueillis. Et on l'a déjà fait. On l'a déjà fait avec la banlieue, avec différentes communautés, la communauté LGBT, la communauté des femmes, peu importe ce que ça veut dire, des jeunes, des musulmans, où pendant très longtemps, on est parti du principe que de toute manière, ils allaient voter à gauche, parce que pour qui d'autre ils allaient voter, les autres, ils étaient tous tellement horribles pour leurs intérêts matériels. Ok, mais ça ne suffit pas. Il a fallu, notamment la France Insoumise, qu'elle dise, en fait, on va arrêter de prendre les banlieues comme des réservoirs de voix, et on va s'y intéresser et on va y trouver des messagers qui sont ancrés, qui sont enracinés là-bas, qui parlent le même langage, qui représentent quelque chose. Ça ne marche pas à tous les coups et c'est pas toujours le cas. Mais prenons Rima Hassan. Il y a une génération Rima, pourquoi ? Mais parce que Rima, elle représente un espoir monumental de gens qui ne se sentaient pas représentés en politique et qui tout à coup se voient à la télé, se voient physiquement, mais se voient aussi culturellement, se voient idéologiquement. Et en fait, ça fait beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de potes à la maison qui m'ont dit je vais voter Jordan parce qu'il s'appelle Jordan comme moi. Bah ouais, en fait, on peut pas mettre que des bourgeois parisiens éduqués à Sciences Po et espérer qui n'appelleraient jamais leur gamin Kevin ou Jordan et espérer que tous les Kevin et Jordan de France voient pas le subterfuge en fait. Et c'est ce qui me bute le plus, c'est que le RN l'a fait un tout petit peu de manière mais complètement superficielle, mais que eux aussi sont en train de s'embourgeoiser. Et qu'en fait ils mettaient des prolos parce qu'il n'y avait rien d'autre, parce que personne voulait aller chez eux parce qu'ils étaient des pestiférés à l'époque, et que dès qu'ils ont commencé à se massifier, paf, en fait, cassez-vous, et en position éligible, on met les Marie-Caroline et les machins. Ma question c'est quand est-ce que nous, on va se rendre compte de la douille et qu'est-ce qu'on va faire ? Pour moi, je compare vraiment le vote RN à une relation d'amour abusive. Quand moi je dis à mes potes, vous allez voir, ça va mal tourner. C'est comme quand ta pote, elle se met avec quelqu'un et t'es là, genre ça pue la merde cette histoire. Et qu'après, ça tourne mal, parce que ça va mal tourner, il suffit de regarder Trump. Moi j'ai aussi fait des études sur pourquoi les classes populaires blanches rurales votent pour Trump. Bon bah c'est la douille, ok. Bah maintenant, il se passe quoi ? C'est comme dans les relations amoureuses. Soit t'es dans le déni et tu te dis, si jamais je commence à dire que j'ai fait une erreur, tout le monde va dire, bah, t'avais bien dit, t'es con. Et c'est dur d'admettre que t'as eu tort. Donc, t'es dans le déni, tu dis non, tout va bien, Trump, Marine Le Pen. Soit tu te dis, vous savez quoi ? Je veux plus, je crois plus en rien, je crois plus en personne, je crois plus en l'amour, je crois plus en la politique, et tu votes plus jamais. Soit tu te dis, tout le monde n'est pas comme ça, et peut-être qu'il y a une alternative qui m'irait mieux. Et tu quittes ton gars violent et tu te mets peut-être avec quelqu'un d'autre, et t'arrêtes de voter pour le RN, et tu dis peut-être qu'il y a un autre parti politique qui a quelque chose à m'offrir. Mais pour ça, il faut que tu aies une alternative crédible. Et c'est ce que les conversations que les démocrates ont en ce moment. Quand les démocrates américains en ce moment se disent « Ah mais les midterms, c'est sûr qu'on va gagner parce que plus personne ne veut voter pour Trump. » Mais le choix, il n'est pas entre Trump et vous, il est entre Trump et rien. Et les gens, ils vont rester chez eux si on n'est pas capable de faire autre chose, de quelque chose d'enthousiasmant, quelque chose dans lequel les gens ils peuvent se sentir vus, se sentir entendus, se sentir exister. Et je suis désolée, mais là, la gauche, franchement, on est nuls là-dessus. Des leaders qui viennent des classes populaires rurales, il y en a plein, il y en avait plein les ronds-points pendant les gilets jaunes, plein. Il y en a plein les usines. Ces gens-là, ils existent, ils font vivre leur village. Ils font vivre leur collectif, c'est des gens mais qui sont d'un courage et qui ne lâchent pas et qui continuent à croire à la solidarité alors que tous leurs services publics ont fermé, qu'ils se sont fait gazer la tronche pendant les gilets jaunes et qu'en vrai, il n'y a pas grand monde politiquement qui parle leur langage, ils continuent à y croire. Mais allez les chercher en fait. J'ai une dernière question, Loumir. Pardon, je me suis énervée. Putain. Non mais t'as bien raison de t'énerver. Je pense qu'il y avait matière. Et... il y a matière d'ailleurs, pas au passé. Il y a une dernière question. Quand on regarde la population rurale en France, si tu prends les chiffres de l'INSEE, tu vois, on est à un tiers, ouais. Un peu moins d'un tiers, 32%, 33%. Du coup, c'est une minorité, tu vois. Ouais. Et d'aucuns seraient tentés de dire, pas besoin. Tu vois, genre on n'a qu'à se concentrer sur les métropoles, les urbains, et puis on peut trouver une majorité avec les urbains. Exactement. Ce qui est fait dans une certaine mesure. C'était un peu l'objet de la note Terra Nova de 2012, de 2011. Et donc, de se dire, bon, bah... D'ailleurs, la dernière fois j'entendais, c'était un Américain qui disait ça, il disait,
un Français qui travaille sur les États-Unis, qui disait il y a une terranovaisation en fait de la gauche mondiale en fait, qui se dit bah tiens concentrons-nous en fait sur les urbains. On peut trouver des majorités genre juste en se concentrant sur les urbains. Bien sûr, Schumer qui dirige la majorité démocrate au Sénat a dit pour chaque vote ouvrier qu'on va perdre, on en gagnera 2 plus de suburban, donc de classe blanche éduquée quoi. Mais donc du coup, la question c'est en quoi cette France rurale est nécessaire en fait à l'existence de la France? Alors pour moi il y a 2 sujets. Il y a un sujet stratégique qui est que je ne pense pas qu'on puisse gagner sans un tiers de la population quand même. En fait, peut-être on peut gagner au local. Donc ok c'est cool, on peut gagner en banlieue où les gens, mais Dieu merci qu'ils existent, votent encore majoritairement à gauche. C'est grâce à eux qu'on a une force de gauche à l'Assemblée et il faut le saluer. On peut gagner en centre-ville, ok, mais toutes les élections nationales, le Sénat qui est élu par les conseillers municipaux et les maires, sur 35 000 communes, il y en a 87% qui ont moins de 2500 habitants. C'est nous qui élisons le Sénat. Donc stratégiquement, ça ne tient pas debout. La preuve, est-ce qu'on est en train de gagner après avoir fait ce choix stratégique? La réponse est non. Et puis pour moi, il y a quand même un choix éthique. C'est quoi la gauche? La gauche, c'est la maison des classes populaires. Pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des classes moyennes qui peuvent voter à gauche, ça veut pas dire... C'est l'endroit où, quand tu es vulnérable, on te défend. Je suis désolée, mais la majorité des classes populaires, tout court en France aujourd'hui, habitent dans les zones rurales. En fait, donc, abandonner l'idée que nous avons une place, que nous avons déjà eue par ailleurs, dans la grande famille qu'est la gauche, pour moi, c'est abandonner l'idée de faire de la politique. Faire de la politique, c'est pas juste faire voter les gens qui sont déjà d'accord avec toi. C'est convaincre. C'est mener une bataille de sens pour dire il y a plusieurs explications du monde. Aujourd'hui, il y a une explication néolibérale, il y a une explication fasciste et il y a la nôtre, qui est une explication d'espoir, qui est une explication d'égalité, de solidarité, de justice. Et nous, on veut avancer et on veut qu'il y ait le plus de monde possible qui adhère à cette vision. Et pour ça, il faut se battre. Moi, je suis désolée, je refuse de laisser le cœur et l'esprit de mes proches qui sont, je le rappelle, perdus. Vraiment, mais ils ne savent plus à qui faire confiance. C'est très différent que déjà convaincus par 100% du néolibéral ou 100% du fascisme. Ils piochent un peu partout. Mais bien sûr que c'est bancal. Ça fait pas sens. Moi, je pense assez sincèrement que notre vision, elle ne se fond pas dans la vision néolibérale ou dans la vision fasciste. Elle n'est pas compatible. Il n'y a aucune compatibilité entre notre vision du monde et la leur. Donc tout ce qu'il faut, c'est qu'on gagne. Il n'y a pas de place pour tout le monde en fait. Je suis désolée si la vision du monde néolibéral ou la vision du monde fasciste, elle réussit, chacune, et de plus en plus elle s'allie pour réussir, on va perdre. Et on va tous perdre. Donc je crois qu'il est urgent qu'on réalise qu'on peut gagner grâce à nous. Et qu'on n'est pas si loin. Force à toi, Loumir, force à Rima, force à toutes les autres, à tout ensemble. On a beaucoup de trucs à se dire et je pense vraiment que au-delà des espèces d'incantations, des bourgs et les tours, je sais pas quoi, on a beaucoup de choses en commun. Vraiment. Parce qu'on travaille... Enfin, moi, il y a un chapitre où je fais de l'intérim, je le raconte sur une chaîne. Mais sur une chaîne, il y a qui? Il y a des classes populaires blanches, il y a des classes populaires racisées. On est déjà aux mêmes endroits. Juste, on ne se parle pas. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut resyndiquer massivement les gens, il faut repolitiser ces espaces du quotidien parce que vraiment, on a tellement d'intérêts en commun que c'est une honte que ça ne soit pas la priorité de la gauche de nous le faire réaliser et de nous permettre de le réaliser et de réaliser surtout l'objectif politique qui est quand même de gagner. Merci beaucoup Loumir. Merci de m'avoir invité.